Depuis quelque temps déjà, certains analystes, politologues et même économistes et financiers lorgnent du côté des États-Unis et cherchent tous les signes indicatifs que les États-Unis sont ou seraient en train de perdre de leur hégémonie. Nous allons aborder cette question épineuse, dangereuse aujourd'hui, avec notre ami William Savary, et nous allons poser la question: l'hégémonie du dollar américain est-elle véritablement menacée? Bonsoir William, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir à tout le monde. Bon, alors, il y a des gens qui prédisent la disparition du dollar américain. Ou qui espèrent, l'un ou l'autre, la disparition du dollar et donc la fin de l'hégémonie américaine, l'hégémonie à peu près dans tous les domaines, pas seulement le domaine économique. Ouais, bon, il faut, au prime abord, disons que l'argumentaire standard qui se fait tous les jours, c'est qu'avec la montée de la résistance à l'hégémonie américaine, il y a plusieurs blocs commerciaux qui ont vu le jour, d'où, par exemple, à travers dans le pays d'Asie, il y a l'European Union, il y a également le bloc Afrique qui se constitue maintenant, il y a le bloc commercial NAFTA. Donc il y a des blocs commerciaux qui ont vu le jour, et tout ceci, les gens tendent à indiquer que l'amplitude, au fur et à mesure que ces forces prennent de momentum, donc ces forces représentent une menace à l'hégémonie américaine. Et particulièrement lorsqu'ils disent l'hégémonie américaine, ils parlent généralement du dollar américain, et de point de vue militaire également, de l'hégémonie militaro-économique des États-Unis. Généralement, c'est vraiment ça le discours. Et donc c'est un discours, de point de vue de l'américain, c'est un discours qui menace l'existence. C'est un discours, si tu veux, qui menace l'existence, qui questionne l'existence de l'Amérique, ou la continuité de l'existence de l'Amérique. Et ce discours invite à ce que les gens considèrent une nouvelle architecture des relations mondiales. Donc, relations commerciales, relations militaires, relations diplomatiques, tout ce que tu veux. Donc, c'est vraiment dans ce contexte que ce discours est généralement localisé. Okay? Maintenant, lorsqu'on parle maintenant de l'hégémonie américaine, qu'est-ce que, généralement, que veulent dire les gens? L'hégémonie américaine, c'est vraiment l'émergence des États-Unis qui, après la Première Guerre mondiale, s'est installée. C'est comme la puissance militaire qui a pu porter la paix et à garantir la conversion le maintien de l'ordre et du commerce sur le marché international. Et ceci est appuyé par les forces militaires américaines. Et les forces militaires américaines sont réparties à travers le monde. Il y a des bases militaires américaines partout dans le monde. Oui. Et donc, si vous voulez, les États-Unis repoussent les frontières de l'Amérique. Donc, ce sont des pouvoirs extraterritoriaux qui indiquent la présence des Américains ou la présence de l'Amérique dans certaines zones. Voilà, je vous présente ici la carte du monde. Tous les points rouges que vous voyez, ce sont des endroits où il y a des bases militaires américaines. D'ailleurs, pour aller dans le sens de ce que vous dites, je lisais très récemment que la Chine avait sérieusement augmenté son budget militaire et qu'il était désormais pour l'année 2023 de 225 milliards de dollars, et ça en faisait le deuxième budget militaire le plus important au monde, juste après celui des États-Unis, et celui des États-Unis restait plus de 3 fois supérieur à celui de la Chine. Oui. Donc, entre le numéro 1 et le numéro 2, il y a un écart gigantesque. 3 fois plus, déjà 225 milliards. C'est pas une petite somme. Donc maintenant,
ce que nous témoignons aujourd'hui, donc le fait qu'il y a ce mouvement international qui se met debout contre l'Amérique, parce que l'Amérique a bousculé ses frontières au-delà des autres continents, jusqu'aux autres continents, pour exprimer en fait, sa puissance et sa force. Les mouvements contestataires se manifestent de diverses façons. Et le premier point, et les mouvements contestataires en général donnent lieu à des guerres. Et dans ce contexte, on peut même considérer la guerre de l'Ukraine comme un point pivot, si vous voulez. C'est un point où les choses se réorganisent, hein, reset the clock, où ça dégénère en quelque chose d'autre. Donc, nous souhaitons que ça ne dégénère pas, mais c'est un point pivot. Ouais. Pourquoi c'est un point pivot? Parce qu'il y a les pays qui se mettent en face des États-Unis et qui sont surtout contre l'hégémonie américaine. On les connaît, ils ont constitué ce qu'on appelle les BRICS, la Chine, la Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui se constituaient en un bloc commercial d'abord, et maintenant qui veut se constituer comme un bloc commercial et qui voudrait émettre également une monnaie qui pourrait concurrencer le dollar américain. Oui, mais ça date de plus de 30 ans, ça, déjà. Oui, mais except maintenant, c'est la mission commence à... Maintenant... la mission commence à s'amplifier. D'accord. Ouais, c'est vraiment la différence. Maintenant, vous venez de dire que l'idée, ce serait qu'il créerait une monnaie qui serait là donc pour concurrencer en quelque sorte. C'est ce que disent les gens. D'accord. Okay? Ouais. Maintenant, il faut dire que concurrencer le dollar, ça veut dire quoi? Il faut se rendre compte que la majeure partie des transactions qui se font à travers le monde se règlent en dollars. Oui. Oui? Et non seulement ça, il y a aussi les instruments financiers à court terme, les bons du Trésor américain, qui ont une liquidité assez profonde qui vous permettrait, par exemple, si vous voulez liquider 300 millions de dollars de dette en 5 minutes, ça peut se faire. C'est ça. Hein? Donc, c'est vraiment la profondeur du marché américain et permettre, en fait, c'est ce qui contribue vraiment à l'hégémonie du dollar américain. C'est ça. Et autre chose qui contribue, c'est que le fait que le pétrole soit libellé en dollars. Oui. Donc, tous les pays qui doivent consommer le pétrole doivent s'approprier, se procurer de dollars pour payer le pétrole. Donc, ce que la Russie est en train d'essayer de changer. Mais bon. Maintenant, et les pays et la Chine qui a conçu, si vous voulez, ce que nous appelons souvent la route de la soie, sans partir en guerre militaire, mais est en train de mener une guerre commerciale. Et la guerre commerciale, c'est en se répandant, en reprenant ses tentacules un petit peu partout à travers le monde et reconstruire la route de Marco Polo, de l'Iran jusqu'à la Chine, en traversant toute la zone Afghanistan, Iran, Irak, India, etc. Oui, et englober dans le commerce international près de au moins la moitié de la population du monde. Et ils s'en donnent les moyens, car autant que je me souvienne, ils ont déjà fait l'acquisition d'un certain nombre de ports. Absolument. Donc, c'est d'un point de vue stratégique. Grosse importance. Donc, ils sont en train de placer leurs pions. D'un point de vue stratégique, il y a les routes, il y a les ports, il y a les trains, les chemins de fer. Il y a tout le bagage. Donc, ils arrivent. Hein? Ouais. Maintenant, tout ceci, c'est vraiment... les gens disent que c'est pour concurrencer l'Amérique. Mais je doute fort. Je pense plutôt que la route de la soie sera un outil qui permettrait l'intégration davantage de gens dans le marché mondial et permettre à ce que davantage de commerce soit fait et davantage de transactions puissent être effectuées. Et maintenant, pour que tout ça puisse être fait, le dollar peut ne pas suffire, ne peut pas être la seule monnaie qui pourrait satisfaire l'exigence de ce marché. D'où la nécessité. Si je vous suis bien, William Savary, vous pensez que cette émergence de la Chine, dont certains disent même qu'elle est déjà devenue la première puissance économique du monde, qu'elle n'est pas la deuxième, mais qu'elle a déjà pris la première place. Donc, d'après vous, cette émergence de la Chine ne représenterait pas une menace
pour le dollar américain, mais au contraire, un renforcement. Ce serait un renforcement du commerce mondial. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de commerce. Et au profit de tout le monde. Au profit de tout le monde, absolument. Donc, donc je doute fort que les gens qui disent que la montée de la Chine, la montée du BRIC représente une menace pour le dollar américain ou l'hégémonie américaine. Je le doute fort. Mais je dirais plutôt que ça va permettre la coexistence de deux grandes puissances. Hein? Maintenant, si ces deux grandes puissances peuvent coexister et avoir ce qu'on appelle MAD, Mutually Assured Destruction. Et lorsqu'ils vont arriver là, donc, on va pouvoir avoir la paix pour au moins 50 ans et permettre à ce que le monde évolue et que beaucoup plus de monde soit intégré dans le commerce international, beaucoup plus de monde, que la classe moyenne soit étendue de façon beaucoup plus large, plus considérable, et vraiment créer la prospérité pour beaucoup plus de monde, parce que beaucoup plus de monde auront besoin de régler des transactions et to settle trades. Oui, d'autant plus que la démographie mondiale est en augmentation. Oui. Maintenant, une chose vraiment fondamentale qu'il faut souligner, qu'il y a une différence fondamentale entre les Asiatiques, qui sont de la tradition Confucius, et les Européens, la tradition américaine, qui est plutôt judéo-chrétienne. D'un côté, vous avez la tradition américaine, ce sont les droits qui prime, alors que dans la tradition asiatique Confucius, c'est vraiment le devoir qui prime. Donc, le conflit entre ces deux, entre le devoir et le droit, c'est plutôt cornélien. Oui, c'est même parfaitement cornélien, oui. C'est plutôt cornélien. Donc, mais de toute façon, c'est ce que nous allons assister à une coexistence plutôt que de confrontation. Maintenant, et les gens qui vous disent qu'il y a confrontation, en général, ils pointent du doigt le fait que la guerre de l'Ukraine permet à ce que plusieurs nations qui détiennent leur avoir en dollars doutent de la sincérité des États-Unis, doutent de la sincérité des États-Unis parce qu'il y a eu ce gel des avoirs des Russes dans les institutions financières américaines. Les sanctions qui commencent par l'élimination du système SWIFT. Oui, donc c'est ce que disent plusieurs personnes. Moi, je le vois différemment. Je vois que la guerre en Ukraine renforce les BRICS, mais de façon différente. Et je m'explique. La Russie, aujourd'hui, le Brent crude, le crude oil de la Russie n'est plus vendu aux États-Unis et sur le marché européen. Non. Mais par contre, le crude est vendu aux Chinois et aux Indiens qui raffinent, qui vendent le produit fini au marché américain et au marché européen. Mais lorsque les Chinois et les Indiens vendent leurs produits finis, ils sont payés en quoi? Ou en dollars ou en euros. Ils font quoi avec? Ils peuvent faire deux choses. Ils ne peuvent pas consommer, ça. Nous le savons. Ou ils achètent les bons du Trésor américain à court terme, ou ils achètent l'or. Et ce qui... Donc, bons du Trésor ou l'or. Ou l'or. Et au lieu d'affaiblir les BRICS, les sanctions renforcent les BRICS, non pas parce que les gens n'ont plus confiance dans le dollar. Hein? C'est une finesse caviar. Hein? Mais c'est plutôt parce que les revenus qui sont gagnés par l'économie russe, l'économie chinoise, l'économie indienne, sont utilisés pour accumuler de l'or. Et si vous constatez, par exemple, l'évolution de l'accumulation de l'or sur le marché international, pour l'année 2021-22, les banques centrales du monde ont acheté 450 tonnes d'or de plus que jamais. Les réserves d'or, selon les études macroéconomiques et de Data Economic Center Studies, sont passées en Brésil de 60 tonnes à 120 tonnes. Wow. Il y a une augmentation de à peu près en dessous de 15% d'augmentation pour les réserves d'or en Chine, en Russie et en Inde.
Donc, c'est-à-dire, avec une nouvelle ruée vers l'or. Une nouvelle ruée vers l'or, mais au niveau étatique. Au niveau des États. Au niveau des États. Donc, si vous voulez, c'est pas que les sanctions affaiblissent les BRICS, mais plutôt fait qu'il y a une transition de la monnaie vers les métaux précieux. Et lorsqu'il s'agit d'accumulation de métaux précieux, un territoire, une nation se renforce, ne s'affaiblisse pas. Oui. Non, alors, par contre, je dois vous dire que pour les États-Unis, leur réserve d'or, c'est entre 8 000, en dessous de 9 000 tonnes d'or. Donc, collectivement, si vous prenez les Indiens, les Chinois, les Russes, ils s'approchent de 8 000 tonnes d'or. Donc, peut-être un petit peu plus, hein, si je m'en souviens bien. Okay. Donc, ça veut dire que nous allons sans doute atteindre le seuil où les réserves d'or de l'Amérique et les réserves d'or des pays du BRIC seront à parité. D'autant plus que vous me disiez que les BRICS risquent de s'étendre. Il y a d'autres pays qui ont posé leur candidature. Oui, actuellement, pour rejoindre l'Arabie Saoudite, le Sénégal, le Kazakhstan, l'Iran, l'Irak, l'Égypte. Ce sont des pays, il y a même des pays de l'Amérique latine qui sont candidats. Alors, ce sont des candidats pour être admis au BRIC. C'est ça. Donc, il y aura bientôt, je crois, la réunion se tiendra bientôt. Et à cette réunion, il sera voté oui ou non que ces pays sont acceptés. Donc, une fois que c'est accepté, les cartes sont rebattues. Mais ce n'est pas rebattu pour affaiblir le dollar, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est rebattu pour élargir le gâteau. C'est ça. Ouais. Bon, oui, c'est une approche tout à fait intéressante et en quelque sorte rassurante. Parce que sinon, on voit ça déjà avec la guerre en Ukraine. La crainte d'une catastrophe nucléaire est quand même présente, même si beaucoup de gens n'y croient pas trop, parce que c'est le mutually assured destruction, c'est-à-dire destruction mutuelle garantie. Fin du monde. Il y a une chose aussi, je pourrais additionner en conclusion, c'est que il faut voir que la guerre, les gars qui parlent de la guerre de l'Ukraine, c'est vraiment un point d'ombre. C'est de l'ombre pour cacher plutôt ce qui se passe derrière, qu'il y a vraiment une lutte parmi les nations pour la position hégémonique. Toutes les nations ne peuvent pas être également puissantes. Il y aura un point où les têtes pensantes vont parvenir à trouver l'équilibre qu'il faut pour maintenir la paix dans le monde. Eh bien, souhaitons que nos responsables vous entendent, William, et qu'un peu de sagesse vienne à ce moment-là, comment dirais-je, huiler la cervelle de nos dirigeants. Mais écoutez, merci William Savary, merci pour cette approche, toujours très intéressante. Donc, l'hégémonie du dollar américain est-elle menacée? À l'évidence, non. Elle est au contraire, je ne dis pas augmentée, mais l'idée c'est que l'augmentation de toutes ces forces qui entourent, c'est non pas dans le but de détruire ou d'éliminer l'hégémonie américaine, mais au contraire d'élargir l'espace et donc d'élargir la concurrence et donc d'élargir l'ensemble de l'assiette commerciale du monde. Merci William, merci d'être venu et à bientôt. À bientôt, Serge. On fera d'autres rendez-vous comme ça. Voilà, c'était notre ami William Savary qui répondait à la question: l'hégémonie du dollar américain est-elle menacée? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Métro News.